Ensuite, Monsieur Colligné Makosso nous a donné son avis concernant la libération de Mokoko et M. Okombi. Et dans sa déclaration, il dit que si d'autres nations libèrent des prisonniers politiques, eh ben, nous le ferons aussi. Depuis le lendemain de la présidentielle de 2016, deux des principaux adversaires politiques du chef de l'État, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa, sont en prison. Ils ont été condamnés à 20 ans et beaucoup les considèrent comme des prisonniers politiques. Est-ce que leur maintien en détention ne risque pas de retirer un certain crédit à l'élection présidentielle à venir? S'il suffit d'être homme politique et d'avoir été jugé et condamné pour être considéré comme prisonnier politique, je demanderais d'ailleurs qu'on puisse libérer ceux qui portent les bracelets un peu partout dans le monde aussi, puisque ce sont des acteurs politiques. Est-ce qu'une grâce présidentielle est envisageable d'ici le mois de mars prochain? Lorsqu'on aura vu par exemple que dans certains pays, les hommes politiques coupables d'infractions qui auraient été jugés ont bénéficié comme ça d'une grâce présidentielle, peut-être que nous en tirerons les leçons et ça nous servira peut-être d'exemple. Pour le moment, c'est des compatriotes qui sont en train d'exécuter leur peine conformément aux décisions de justice qui ont été rendues. Ils n'ont pas fait de demande particulière parce qu'ils pensent que les décisions de leur justice doivent être respectées. Nous leur rendons hommage et témoignons de notre solidarité et de notre compassion parce que être privé de liberté, c'est toujours quelque chose de difficile. Mais nous savons que les Congolais ont une pensée pieuse pour ces compatriotes qui sont en train d'exécuter leur peine en reconnaissance à l'œuvre de justice qui a été rendue au nom du peuple congolais et par respect pour le peuple congolais. Ils purgent correctement leur peine. Nous leur rendons hommage. L'unité est une force. Lorsque la solidarité et la coopération sont présentes, les choses merveilleuses peuvent être accomplies. Nelson Mandela. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur R7. Je suis Jérôme Bemba, présentateur de Droits humains. Dans l'épisode de ce jour, nous allons parler de la liberté d'expression des journalistes en République du Congo. Ensuite, nous parlerons de l'interview du Premier ministre sur RFI. Nous allons essayer de faire une analyse, épingler certains points qui nous intéressent. Et ensuite, nous allons atterrir avec la quinzaine gouvernementale. Nous allons parler de certains points qui ont été évoqués par M. Mungala et chuter avec les dépenses relatives à l'indépendance, la fête d'indépendance en République du Congo. Une fête est-elle nécessaire? Nous allons en parler. Tout de suite, nous commençons avec notre rubrique habituelle, La Voix du peuple. Et dans cet épisode, il ne s'agit pas d'un Congolais lambda, il ne s'agit pas du cri du cœur d'un Congolais lambda, mais d'un acteur du secteur des médias. Il s'agit là d'une note qui a été écrite et partagée sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook, par le fondateur de la chaîne Tcheleka. Et donc là, il s'agit d'une réaction suite à certaines menaces envers un invité qui a eu à exprimer son opinion concernant la situation du pays. Donc, est-ce que la réaction du président est tardive? Le moment est bien choisi ou pas de rappeler le gouvernement à l'ordre afin que soit réaménagé peut-être ces stades? Je vous ai dit tout à l'heure que c'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Et ça se fait, c'est un calendrier bien précis, il y a des élections, il a constaté qu'il y a un mécontentement généralisé au sein de l'opinion. Il y a un mécontentement généralisé et les gens n'ont même plus peur, donc les gens en parlent. Ce qui amène à ce constat. Vous savez,
en 2019, non, 99, à l'orée de 2000, on va rentrer en 2000, le président accorde l'interview à un média Jeune Afrique. Jeune Afrique numéro 330, si je ne me trompe pas, intitulé « Rendez-vous avec la paix et la démocratie » avec M. Blaise Pascal Talla. Et M. Talla a posé la question au président de la République si dans sa gestion antérieure, c'est-à-dire les 12 ans passés à la tête de l'État, il avait commis des erreurs. Et le président avait dit oui, c'est tout à fait normal que pendant cette période, qu'on ne soit pas prétentieux pour dire qu'on n'a pas commis des erreurs, on en a commis et on va peut-être en commettre davantage. Et le journaliste lui pose la question, l'erreur le plus grave, il dit, c'est le choix des hommes. Vous pouvez retrouver ce journal. Je l'ai à la maison. C'est le choix des hommes. On s'est toujours trompé et on se trompera toujours sur le choix des hommes. Ce qui se passe, le président est victime de sa propre gouvernance par embuscade. Comment est-ce qu'on peut rester au gouvernement avec les mêmes gens pendant une telle éternité? Il a inscrit la gouvernance politique dans une éternité gouvernementale. Et vous allez voir la roublardise. Sinon, la ruse, c'est que on confie cette task force à ceux qui ont échoué. À ceux qui ont échoué. Quel est le ministre qui essaie dans ce qu'il a fait là? Celui qui a continué les gros travaux, c'est le ministre Jean-Jacques Bouya. Il était juste un moment à l'entretien routier. Tout ce qui va avec. Et c'est lui aussi qui est à la tête de task force. C'est pas d'abord l'unique, puisqu'il était déjà dans une autre task force là-bas avec le ministre Mabou. Il y en a eu plusieurs. Hein. Voilà. Pour quel résultat? Pour quel résultat? Voilà, je voulais rapidement pour lancer le débat en ce qui concerne la plateforme, puisque vous en parlez déjà. Voilà. Après avoir donc fait ce constat, le président donc a enfin, et face à cette situation, il a ordonné la mise en place immédiate d'une task force chargée de remédier à cette situation préjudiciable. Placée sous l'autorité, vous l'avez dit, oui, du Premier ministre, chef du gouvernement. Cette task force sera dirigée par le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire et des grands travaux. Il sera composé des ministres en charge de la défense, de l'intérieur et de la décentralisation, des finances, du budget, du portefeuille public, de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat, de l'énergie et de l'hydraulique, de la jeunesse et des sports, de l'éducation civique et de la formation qualifiante et de l'emploi, de l'enseignement supérieur, de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier. Et donc, il a enfin, le président de la République a exhorté les membres de la task force ainsi constitués à se mettre immédiatement à l'ouvrage et à lui rendre compte par le truchement du Premier ministre et chef du gouvernement. C'est de la rigolade. Je continue à dire que c'est de la rigolade. Je précise les choses. Allez. Le constat est fait. Automatiquement, il met en place une task force, une très bonne réaction ou pas? Ça peut paraître comme une très bonne réaction lorsqu'on regarde de loin. Mais après, on se rend compte tout de suite que c'est de l'imposture. Puisque c'est les mêmes qui ont échoué. Est-ce qu'on peut trouver des solutions à ce problème en passant par ceux qui ont échoué? Ils sont jugés partis. Ils sont jugés partis. Est-ce qu'on a procédé à l'audit pour savoir, d'ailleurs, même si on audit, qui va conduire cet audit-là? Les premières task forces mises en place dans ce pays ont donné lieu à quoi? Pour quel résultat? C'est de la rigolade. Je suis désolé. Donc, quelle est la nouvelle figure parmi les gens qu'il a cités là-bas qui vont faire partie de cette task force? Donc, les gens ont échoué. On va demander aux échoués de redresser le pays. Alors que c'est eux qui sont à l'origine de cet échec. Alors, il faut à un certain moment que nous soyons sérieux. Le président de la République, s'il avait la volonté de faire quelque chose, de faire avancer le pays, pour ne prendre que le cas d'espèce, la première des choses, lorsqu'on a fait un constat, ce constat d'échec, la première réaction c'était la sanction. Or nous voyons qu'il est en train de caresser les échoués dans le sens du poil. Pour quel intérêt? Oui, donc il n'y a pas une volonté affichée de résoudre ce problème. Ça va passer comme ça, il a fait peut-être, après avoir reçu un certain nombre de fiches, du mécontentement et tout, peut-être que ce mécontentement aussi lui a fait tout cela,
Bon, en ce moment-là, il peut peut-être appliquer une crise de colère, et puis après, ça va t'apaiser. D'ailleurs, la solution proposée ne rassure pas. Et donc, mesdames et messieurs, en lisant cette lettre ou cette note du directeur de la chaîne Seleka, vous allez comprendre une fois de plus que tout ce que les gouvernants disent sur les chaînes internationales concernant la liberté et la démocratie au Congo-Brazzaville n'est qu'un mirage. Et donc, mesdames et messieurs, tout de suite, je vais lire cette note et vous allez prendre conscience, une fois de plus, et prendre note de la réalité de la liberté d'expression en République du Congo. Je l'ai invité sur mon plateau. En fait, je commence par l'introduction. Il dit, quand l'invité devient une cible, c'est la parole libre qu'on assassine. Je l'ai invité sur mon plateau en toute responsabilité, en toute conscience. Il s'appelle Dr Blanc-Constant Ebarapéa. Il n'a ni fusil, ni milice, ni fortune insolente. Il n'a que ses mots, son regard sur la société, sa foi en une république meilleure. Et aujourd'hui, il est menacé. Menacé pour avoir parlé, pour avoir répondu à mon invitation, pour avoir exprimé une opinion. C'est donc ça le prix à payer désormais pour un passage médiatique, une mise en danger, une chasse à l'homme, une volonté de faire taire, alors que le débat public est censé faire respirer notre démocratie, voilà qu'il devient un terrain miné. On peut encore parler, mais à condition de ne pas déranger. Alors que le débat est censé faire respirer notre démocratie, voilà qu'il devient un terrain miné. On peut encore parler, mais à condition de ne pas déranger. On peut encore être invité, mais à condition de réciter ce qu'on attend. Dr Blanc-Constant Ebarapéa n'a fait que ce que tout citoyen libre est en droit de faire. Penser à haute voix. Il n'a insulté personne. Il n'a pas appelé à la haine. Il a parlé de son pays, de ses convictions, de ce qu'il croit juste ou injuste, et c'est cela qu'on veut lui faire payer. Que la République soit. Fin du message. Chers compatriotes, il s'agit là d'un cri de cœur, d'un acteur du secteur médiatique qui s'exprime suite aux menaces que l'un des invités, pas de moindre, Monsieur Ebarapéa. Ce dernier, après son passage sur, je pense, l'émission Dictionnaire politique sur Tcheleka, il a exprimé sa réalité, il a donné une analyse sincère de la situation de la République du Congo. Et à cause de cela, ce dernier est victime de menaces. Chers compatriotes, voilà ce qui arrive lorsque nous ne comprenons pas la puissance de l'unité. C'est pour cette raison que nous avons mis en place le PSP, le Pacte de solidarité patriotique. Qui n'est pas une association politique ou une plateforme qui a pour objectif de sélectionner un candidat unique pour les élections. Non, le pacte de solidarité patriotique a pour objectif de protéger les voix de tous ceux qui parlent pour un meilleur Congo. Nous parlons ici des acteurs politiques, des influenceurs, des journalistes, des avocats, des activistes, ainsi de suite. Cette initiative a été mise en place afin de sécuriser la voix de ceux qui aiment le peuple et qui parlent pour l'intérêt commun. Ceux qui dénoncent l'injustice, ceux qui dénoncent la corruption, ceux qui dénoncent le vol, les abus, les arrestations arbitraires, ceux qui disent
que chaque Congolais mérite de vivre dans de bonnes conditions. C'est pour cette raison que cette plateforme a été mise en place. Chers compatriotes, chers acteurs politiques, chers journalistes, chers influenceurs, si nous ne comprenons pas l'importance de venir ensemble, de nous mettre ensemble autour d'une cause, nous allons tourner en rond. Nous allons donner l'opportunité à ceux-là qui aiment la violence de continuer à cibler et attaquer ceux-là qui demandent un meilleur Congo. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'unité parmi les acteurs politiques, les acteurs des médias, parmi les activistes. Nous critiquons nos gouvernants, nous disons qu'ils ne sont pas unis, qu'ils sont contre l'unité nationale et ainsi de suite. Mais nous devons être les premiers à être exemplaires, nous devons être exemplaires. Si nous reprochons les gouvernants de ne pas être des acteurs de l'unité nationale, mais nous, patriotes, nous devons être les premiers à montrer l'exemple, à mettre nos égos de côté, à mettre nos ambitions personnelles de côté, à mettre nos divergences de côté, afin de travailler ensemble. Car l'unité ne veut pas dire uniformité. Et je vais le dire en citant une citation de John F. Kennedy, l'ancien président des États-Unis, qui exprime d'une manière excellente la beauté de l'unité. Il dit: l'unité ne signifie pas l'uniformité. Elle signifie travailler ensemble malgré nos différences pour un but commun. Cela veut dire que lorsque nous comprenons l'essence même de l'unité, nous pouvons travailler ensemble même lorsque deux partis politiques ne partagent pas la même idéologie, même lorsque deux groupes d'activistes ne partagent pas la même cause, lorsque deux groupes de médias n'ont pas la même ligne éditoriale, mais aussi longtemps que l'intérêt commun est la transformation du pays, eh bien, nous sommes capables de nous mettre ensemble autour du pacte de solidarité patriotique afin d'assurer la protection de tous ceux-là qui parlent par un mécanisme juridique et bien d'autres mécanismes que nous mettons en place afin de pouvoir protéger les acteurs du changement au pays comme à l'étranger. Une fois de plus, l'affiche sera affichée sur l'écran et je vous communique également l'adresse email si vous voulez rejoindre. Nous avons déjà reçu plusieurs demandes d'adhésion et nous remercions tous ces compatriotes qui ont compris l'importance de l'unité. Pour avoir un meilleur Congo, nous devons nous-mêmes être exemplaires. L'adresse email est marchepatriotique@gmail.com. Je répète, marchepatriotique en un seul mot, @gmail.com. Ensemble, comme l'a dit Nelson Mandela, lorsque nous sommes unis, nous pouvons accomplir des choses merveilleuses. Et moi, je le crois fermement, que si nous nous mettons ensemble, nous mettons nos égos de côté et nous mettons nos énergies, nos influences, nos compétences ensemble, nous pouvons changer les données en République du Congo. Mesdames et messieurs, merci. Et bon courage à nos confrères qui sont au Congo-Brazzaville, les médias, ceux-là qui continuent à parler avec impartialité pour l'intérêt commun. Des salutations à monsieur Payard. Courage et nous vous soutenons. Et surtout, ne changez pas vos convictions. Restez droit dans vos bottes. Les patriotes vous soutiennent. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons passer à la rubrique l'actualité sous la loupe des droits humains. Et nous allons essayer d'analyser, de parler, d'épingler quelques points concernant l'interview, le passage du Premier ministre, M. Collinet Makosso, sur RFI. Et nous allons commencer par la déclaration de M.
de M. Koliné Makosso concernant le cas Lassi Bouti. Une question a été posée à ce dernier. Vous voyez, aujourd'hui, ici, RFI est en train de parler de la situation de Lassi Bouti, c'est parce qu'il y a eu des patriotes qui se sont mobilisés pour faire entendre ce problème, cette injustice. Voilà pourquoi il est important pour nous de toujours être actifs, de toujours parler, de toujours agir, afin de faire entendre les malheurs de Congolais à l'échelle internationale. Et donc, M. Koliné Makosso, lorsqu'il a reçu, lorsqu'une question lui a été posée concernant la situation de Lassi Bouti, M. Koliné Makosso a répondu en disant « Le cas Lassi Bouti ne peut être pris au sérieux car il n'a jamais été enregistré dans un commissariat et ce dernier n'est jamais allé à l'hôpital. » Autre opposant politique, Lassim Bouiti du Parti Les Socialistes, le 11 mai dernier, quelques jours après l'annonce de sa candidature, il a été enlevé chez lui par des hommes armés encagoulés, puis tabassé pendant 9 jours avant d'être relâché. Est-ce que ce n'est pas le signe qu'il règne aujourd'hui à Brazzaville une violente campagne d'intimidation contre certaines personnalités qui voudraient compétir l'année prochaine? Si on me cite un seul établissement sanitaire qui avait reçu M. Lassim Bouiti, même de passage, même en hospitalisation de jour, parce que pour avoir été tabassé tel que cela nous est rapporté, ça veut dire qu'il n'a eu la vie sauf que lorsque les soins lui ont été apportés. Il faut donc qu'on me cite un seul établissement sanitaire par lequel M. Lassim Bouiti est passé. Ou encore qu'on me cite un seul établissement de police, de gendarmerie, dans lequel M. Lassim Bouiti a séjourné. S'il n'y a aucune information à ce sujet, bon, je considère tout le reste comme étant une légende. Voici la réponse qu'un Premier ministre donne dans une radio internationale concernant une situation grave, une situation nationale, parce que Lassi Bouiti est un acteur politique et un candidat aux élections présidentielles. Dans un état sérieux, lorsqu'un acteur politique fait de telles déclarations avec vidéo à l'appui, parce que M. Lassi Bouiti a eu à déclarer qu'il a été kidnappé, qu'il a été torturé et qu'au préalable, ce dernier a eu à porter plainte, mais ces plaintes sont restées sans suite. Congolais et Congolaises, mes chers compatriotes, j'invite la communauté internationale, la communauté nationale. Vous êtes témoins de cette tentative d'assassinat sur ma personne au nom de la démocratie. Hier la nuit, j'ai été victime d'une tentative d'assassinat sur ma personne. Plusieurs individus non identifiés ont essayé de me tuer. Je dis plusieurs individus non identifiés ont voulu me tuer. Des individus qui ont été envoyés par le régime dictatorial, le régime criminel de M. Denis Sassou Nguesso, qui veut me tuer depuis que j'ai décidé de le combattre, de combattre son régime dictatorial, son régime criminel, qui a entraîné les populations dans la misère, dans la pauvreté. Son régime criminel qui a détruit notre pays. Voilà pourquoi c'est la deuxième tentative d'assassinat sur ma personne. C'est une agression que je condamne. Je condamne cette agression avec toute ma dernière énergie. Et je lance un message au pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Nous n'allons pas arrêter de défendre nos populations qui souffrent. Ce dernier a eu à faire des vidéos. Nous avons partagé des vidéos et des photos de ce dernier. Nous avons pu voir comment les dents de M. Lassi Bouiti ont été arrachées. Nous avons vu les cicatrices des tortures qu'il a subies. Et face à de telles déclarations, un État sérieux, un gouvernement sérieux, avec un système juridique sérieux, devait lancer
une investigation. Avant tout pour l'intérêt de la victime, car c'est la norme dans un État de droit et dans un État démocratique. Une investigation ne devait pas seulement être faite pour l'intérêt de la victime, mais aussi pour l'intérêt de l'image du gouvernement et du président. Car si ce dernier se permet de faire une déclaration aussi grave en disant que le régime en place l'a kidnappé, l'a torturé, mais un régime sérieux devait prendre une action. Si ces derniers pensent qu'ils sont innocents, ils devaient prendre une action parce qu'ils comprennent qu'une telle déclaration est une tâche sur l'image du président et de ce régime au niveau national et à l'échelle internationale. Donc ces gouvernants devaient initier une action juridique afin de demander des preuves, afin d'élucider cette situation pour pouvoir confirmer si cette histoire est vraie. Mais malheureusement, aucune action n'a été prise par ce gouvernement. Aucune déclaration de M. Colline Makosso, aucune action juridique de la part du procureur M. Okongakala. Et cela fait preuve d'une immaturité démocratique. Car un État sérieux ne pouvait pas laisser passer de telles déclarations. Un État sérieux ne pouvait pas laisser passer de telles déclarations. Mesdames et messieurs, voici l'état dans lequel vivent les Congolais. Nous vivons dans un État où même des personnes, des figures publiques peuvent être kidnappées, agressées, torturées, et le gouvernement reste silencieux. Si ce gouvernement se permet d'agir ainsi envers la Sibouti, alors imaginez ce qu'ils font avec les Congolais lambda qui n'ont pas l'opportunité d'avoir les lumières de caméra sur leur petite personne. Ce gouvernement a failli à sa responsabilité par rapport à son devoir constitutionnel. Car il est bien stipulé dans la Constitution que le gouvernement a la responsabilité de protéger tout individu, d'assurer la sécurité de tout citoyen. Et M. Colline Makosso, vous avez failli. Vous avez failli. Vous avez failli à votre mission. Car aujourd'hui, si on venait vous annoncer que l'un de vos enfants a été victime d'un malheur, d'un viol ou d'une menace ou d'une agression, vous n'allez pas dire « je ne prendrai pas la déclaration de mon enfant au sérieux aussi longtemps que cet enfant ne va pas me montrer une preuve qu'il est allé à l'hôpital et qu'il est passé par un commissariat ». Non, mais c'est une déclaration irresponsable, M. Colline Makosso. Doit-on vous rappeler que M. Lassibouti a eu à porter plusieurs plaintes qui sont restées sans suite? Et dans un État sérieux, selon la procédure policière et la procédure juridique, c'était même à vous d'engager des actions. Parce que ce dernier était dans un état critique. Alors vous vous attendez à ce qu'une personne qui est dans un état critique, vous voulez que cette personne se lève de son lit pour aller porter plainte au commissariat? Et ce dernier a clairement expliqué les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas se retrouver à l'hôpital ou aller au commissariat. Parce qu'il ne voulait pas se retrouver entre les mains des mêmes bourreaux qui allaient finir en fait le travail qu'ils avaient commencé. Cela a été le cas dans le passé avec le cas de M. Kalala et bien d'autres. Est-ce que les opposants sont sécurisés en République du Congo lorsqu'ils sont menacés? Il n'y a aucune sécurité. Alors, il ne faut pas en vouloir à M. Lassibouti si ce dernier ne se sentait pas en sécurité dans les hôpitaux de la place ou au commissariat. Puisque
Dans le passé, ce dernier s'est dirigé vers les commissariats et toutes ces plaintes sont restées sans suite. Est-ce que vous avez eu à faire une investigation à ce sujet, M. Koliné Makosso? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Voici le bilan de votre régime. Et même en Mondovision, sur une chaîne internationale, vous exposez les lacunes de votre propre gouvernement, car votre réponse était irresponsable. Vous ne verrez jamais un président français, américain, sud-africain faire une telle déclaration, parce que cela fait preuve d'une ignorance de la procédure constitutionnelle, la procédure policière et juridique. Et pourtant, vous êtes un homme de droit. Mais votre réponse m'étonne. Votre réponse m'étonne parce qu'elle est contraire à la formation que vous avez reçue. Et nous avançons. Nous allons parler d'un autre point que nous avons épinglé concernant cette interview. Monsieur Koliné Makosso a parlé de la candidature d'un de nos compatriotes et ce dernier pense que voilà, le Congo-Brazzaville mérite, le candidat de la République du Congo mérite en fait d'être nommé. Il mérite d'être nommé parce que c'est un bon élément. Il a une expérience, il a travaillé pendant plusieurs années au sein de l'UNESCO, il a les compétences qu'il faut. Anatole Koliné Makosso, en octobre prochain, l'UNESCO va élire son prochain directeur général. Il y a 3 candidats, la Mexicaine Gabriela Ramos, l'Égyptien Khaled El Enani et votre compatriote, Édouard Firmin Matoko. Celui-ci ne s'est déclaré candidat qu'au mois de mars dernier, 2 ans après son rival égyptien. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Est-ce que ce n'est pas un handicap? Dans quel pays et dans quelle institution on présente la candidature 2 ans avant la période de l'élection? Notre compatriote a présenté sa candidature dans les délais. Les candidatures à l'UNESCO ont dû être ouvertes à partir d'octobre 2024 et on avait jusqu'à mars 2025 pour faire acte de candidature. Si un candidat a présenté sa candidature 2 ans auparavant, je voudrais bien savoir à quelle instance de l'UNESCO cette candidature a été posée et dans quel intérêt. Voilà. Le candidat égyptien Khaled El Enani a un CV assez impressionnant puisqu'il a été ministre égyptien des Antiquités et puisqu'il a organisé avec succès en 2021 la parade dorée des pharaons. Quels sont les atouts du candidat congolais Édouard Firmin Matoko face à ce candidat prestigieux? Son expérience au sein de la maison, près de 30 ans cadre de l'UNESCO et pour avoir préservé le patrimoine culturel partout dans le monde, y compris en Égypte, et au regard de tout son parcours, on pense qu'au moment où l'UNESCO traverse une période de turbulence avec le désengagement de certains États et pas des moindres, les États-Unis par exemple, voilà, nous pensons qu'il faut que ce soit quelqu'un de la maison qui puisse conduire ces réformes en douceur et en profondeur. Et puis, notre patrimoine culturel, notre histoire et nos aspirations futures peuvent nous permettre effectivement de penser que M. Firmin Édouard Matoko est le candidat idéal en cette période de crise pour relever les défis de l'UNESCO. Monsieur Koliné Makosso, vous reconnaissez donc que ce monsieur est compétent. Vous reconnaissez que ce monsieur a une expérience, une expertise dans le domaine. Et il est important de rappeler que l'UNESCO, c'est, je dois l'expliquer, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Donc c'est une organisation en fait qui traite des problèmes relatifs, des sujets relatifs à l'éducation, à la culture. Alors, Monsieur Koliné Makosso, si votre candidat est aussi excellent, pourquoi est-ce que la République du Congo, face à l'état chaotique de l'éducation en République du Congo, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait appel à cet expert pour venir redresser l'éducation en République du Congo? Parce que c'était même un moyen déjà de le préparer pour une candidature à la présidence de l'UNESCO, pour montrer au monde qu'au-delà de son expertise au sein de l'UNESCO, ce dernier a un CV
accompagné des preuves tangibles que ce dernier a pu relever la situation catastrophique éducationnelle et culturelle en République du Congo. Vous savez qu'en République du Congo, les enfants ont du mal à avoir une rentrée respectable. Il y a cela quelques mois, lors de la dernière rentrée, nous avons vu des parents pleurer, des enfants pleurer, parce qu'ils n'avaient pas de quoi aller à l'école, ils n'avaient pas de quoi acheter l'uniforme, ils n'avaient pas de quoi acheter des kits scolaires. Les enfants étudient à même le sol, M. Koliné Makosso. Et vous voulez que le Congo représente l'UNESCO sur le plan éducationnel? Mais il ne fallait pas commencer par faire venir ce compatriote, l'inviter, pour qu'il vienne redresser la défaillance éducationnelle, la défaillance culturelle en République du Congo. Pourquoi est-ce que cela n'a pas été fait? C'est parce que votre objectif n'est pas la transformation, mais vous cherchez juste des honneurs. Vous ne travaillez pas pour l'intérêt commun, mais vous travaillez pour votre ego. Parce que si ce monsieur a une expertise aussi excellente comme vous le dites, mais pourquoi est-ce que ce dernier n'a pas été invité en République du Congo pour résoudre les problèmes d'éducation que nous avons? Pourquoi ne l'avez-vous pas invité? Pourquoi ne l'avez-vous pas donné des responsabilités pour redresser notre éducation? Regardez l'état dans lequel nos écoles sont. Il n'y a aucune école publique, même privée, en République du Congo, qui peut être comparée à la moindre école publique en Afrique du Sud. Cela est une honte nationale. Et vous voulez représenter plusieurs pays. Vous voulez que le Congo représente plusieurs pays sur le plan éducationnel, sur le plan culturel. En parlant de culture, dois-je vous rappeler qu'en République du Congo, les artistes ne touchent pas leurs droits d'auteur? Alors que cela, c'est même la base, c'est le son de tout artiste. C'est le son de tout artisan. Lorsqu'ils ne touchent pas leurs droits d'auteur, des milliards sont encaissés chaque année, mais cet argent finit dans les poches de vos collègues. Alors pourquoi n'avez-vous pas fait appel à notre expert congolais pour qu'il vienne régler ces problèmes culturels? Vous voyez, votre intention n'est pas la transformation. Vous voulez tout simplement nourrir vos égos. Vous voulez simplement être arrosé d'honneur. C'est pour cette raison que même la France n'a pas accepté de vous tendre la main d'association. C'est parce que tout le monde comprend qu'aujourd'hui, que vous n'êtes pas sérieux. Vous n'avez aucune ambition de laisser un héritage respectable en tant qu'homme politique, en tant que parti politique. C'est pour cette raison que la France a décidé de se tourner vers l'Égypte. Parce que vous manquez de sérieux à tous les niveaux. C'est une honte. Ensuite, M. Koliné Makosso nous a donné son avis concernant la libération de Mokoko et M. Okombi. Et dans sa déclaration, il dit que si d'autres nations libèrent des prisonniers politiques, eh bien, nous le ferons aussi. Depuis le lendemain de la présidentielle de 2016, deux des principaux adversaires politiques du chef de l'État, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi-Salissa, sont en prison. Ils ont été condamnés à 20 ans et beaucoup les considèrent comme des prisonniers politiques. Est-ce que leur maintien en détention ne risque pas de retirer un certain crédit à l'élection présidentielle à venir? S'il suffit d'être homme politique et d'avoir été jugé et condamné pour être considéré comme prisonnier politique, je demanderai d'ailleurs qu'on puisse libérer ceux qui portent les
bracelets un peu partout dans le monde aussi, puisque ce sont des acteurs politiques. Est-ce qu'une grâce présidentielle est envisageable d'ici le mois de mars prochain? Lorsqu'on aura vu par exemple que dans certains pays, les hommes politiques coupables d'infractions qui auraient été jugés ont bénéficié comme ça d'une grâce présidentielle, peut-être que nous en tirerons les leçons et ça nous servira peut-être d'exemple. Pour le moment, c'est des compatriotes qui sont en train d'exécuter leur peine conformément aux décisions de justice qui ont été rendues. Ils n'ont pas fait de demande particulière parce qu'ils pensent que les décisions de leur justice doivent être respectées. Nous leur rendons hommage et témoignons de notre solidarité et de notre compassion parce que être privé de liberté, c'est toujours quelque chose de difficile. Mais nous savons que les Congolais ont une pensée pieuse pour ces compatriotes qui sont en train d'exécuter leur peine en reconnaissance à l'œuvre de justice qui a été rendue au nom du peuple congolais et par respect pour le peuple congolais, ils purgent correctement leur peine. Nous leur rendons hommage. Donc, monsieur Pauline Makosso pense que la gestion et la gouvernance d'une nation dépend de ce que les autres font ailleurs. Donc, si les autres n'innovent pas ailleurs, eux, ils ne vont pas innover. Si les autres ne posent pas une action ailleurs, et donc, en le disant, monsieur Pauline Makosso, vous reconnaissez également qu'il y a des prisonniers politiques en République du Congo. Vous le reconnaissez, vous l'avez reconnu en Mondovision. Et vous dites que si d'autres nations libèrent leurs prisonniers politiques, eh bien nous ferons la même chose. On verra. Ok, d'accord, je vais vous donner des exemples. Parce que ici, dans droit humain, nous parlons avec des faits. Nous ne sommes pas dans l'émotion, nous ne sommes pas dans la propagande, monsieur Pauline Makosso. Ici, nous parlons sur une base des lois, articles et faits. Monsieur Pauline Makosso a besoin de voir d'autres pays à travers le monde libérer des esclaves. Excusez-moi, je parle même d'esclaves, parce que ce qui se passe en République du Congo, on peut dire que le peuple est soumis à une forme d'esclavage. Mais bon, bref. Monsieur Pauline Makosso a besoin des exemples, de voir d'autres pays libérer des prisonniers politiques, et ensuite, la République du Congo fera de même. Eh bien, je vais vous donner des exemples, monsieur Pauline Makosso. 2007, Zimbabwe. Je ne veux même pas parler de l'Europe. Sinon, vous allez dire non, mais vous savez, en Europe, la dynamique est différente. Ils ont une autre manière de voir des choses. Ils ont une démocratie plus avancée. Non, je reste en Afrique. Zimbabwe 2007. Des officiers à la retraite, dont le capitaine Albert Matapo, le colonel Ben Koube, le général Engelbert Rudjeje et le vice-maréchal Elson Moyo avaient été arrêtés pour leur implication supposée dans une tentative de coup d'État. 7 détenus, dont Matapo, ont été emprisonnés durant 7 ans, puis libérés en 2014, avant de fonder leur propre parti politique. Monsieur Pauline Makosso, voici un exemple d'un État sérieux, un État qui a libéré des prisonniers politiques. Des prisonniers politiques qui ont été arrêtés pour tentative de coup d'État, pour atteinte à la sûreté de l'État. Non seulement que ces derniers ont été libérés après 7 ans, mais le gouvernement zimbabwéen a permis à ces personnes de créer leur propre parti politique. Est-ce que vous voyez, M. Pauline Makosso, le niveau de sérieux qu'il y a quand même dans certains États africains? Alors, puisque vous avez eu besoin d'exemples, et bien maintenant je vous ai donné un exemple, alors nous vous invitons à partir d'aujourd'hui d'entamer la procédure de libération de M. Moukoko, M. Okombi, et de leur permettre de créer un parti politique afin de participer aux élections de 2026. Alors, voilà, monsieur Collinet, vous devez être un homme de parole. Vous avez dit sur RFI, donnez-nous des exemples. Si d'autres nations le font, alors nous allons également le faire. Alors, monsieur Collinet Makosso, nous vous invitons à agir. Ah, mais attendez, le cas de Zimbabwe, c'est une exception. Ah bon, je vous donne un autre exemple. Ah oui, sur droit humain, nous sommes préparés, nous avons des éléments.
Là, je vous emmène en Mauritanie, monsieur Koliné Makosso, 2003. Ceux ayant tenté de renverser le président Mouya Ould Sid Ahmed Taya, menés par le major Saleh Ould Hanena, ont été condamnés à la prison à vie, sans peine de mort recommandée. En 2025, après un coup d'État, l'amnistie générale prononcée par la junte a permis leur libération. Voici un autre exemple des personnes qui ont été arrêtées, condamnées même à vie. Condamnées à vie. Monsieur Mokoko a juste été condamné, je crois que c'est 20 ans. Mais ici, nous parlons des personnes qui ont été condamnées à vie. Mais aujourd'hui, ces personnes ont été libérées. Je peux aller en Guinée, 1998, avec Alpha Condé. Nous voyons également des cas des personnes accusées de coups d'État qui ont été libérées. Je peux vous donner encore un exemple au niveau de la Gambie. Des personnes qui ont été arrêtées, des prisonniers politiques qui ont été arrêtés pour atteinte à la sûreté de l'État, mais qui ont été libérés. Voici ce qui se passe dans d'autres États en Afrique, monsieur Koliné Makosso. Il y a un minimum de respect de la démocratie, le respect du code juridique et de la Constitution. Alors nous vous invitons à nous montrer que votre régime est un régime de démocrates et que vous êtes des hommes de parole. Alors nous vous invitons à libérer M. Mokoko et M. Okombi. Le peuple attend. Soyez un homme d'honneur et un homme de parole. Et nous passons à une autre déclaration de M. Koliné Makosso. Il dit, le peuple demande la candidature de M. Sassou. Et ne pas soutenir M. Sassou est synonyme à un saut vers l'inconnu. En mars prochain, Monsieur le Premier ministre, aura lieu l'élection présidentielle. Est-ce que le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui cumule déjà plus de 40 ans de pouvoir, sera candidat à un nouveau mandat? Franklin Roosevelt vous avez déjà donné un enseignement que ce n'est pas au milieu du guet qu'on change de cheval. Pour un bon cavalier ne peut pas laisser sa cavalerie au milieu du guet. Donc pour nous qui avons encore la chance d'avoir à la tête de nos États des hommes d'une certaine expérience, qui ont connu l'Afrique dans tous ses États, en temps de guerre, en temps de crise, en temps de deuil, en temps de joie, en temps d'épreuve, pour ces gens-là qui ont traversé toutes les épreuves avec le continent, nous ne voyons pas pourquoi nous devons nous priver de leur expérience et de leur sagesse. C'est pour cette raison que nous pensons que Denis Sassou Nguesso reste justement le candidat idéal pour continuer à mener les combats dans un environnement totalement tourmenté, pour poursuivre en profondeur et en douceur les réformes que nous avons engagées. Donc vous nous annoncez qu'il sera candidat? Je ne vous annonce rien, il a la réquisition populaire, sous réserve de ce qu'il dira lui-même, mais jusqu'à preuve du contraire, son peuple le réclame comme candidat parce que son peuple estime qu'il n'a pas besoin de subir un saut dans l'inconnu, et il est hors de question pour Denis Sassou Nguesso d'être ce chevalier qui laisse le peuple au milieu du guet. Et quand est-ce qu'il confirmera cette candidature? Mais nous ne sommes pas encore en période électorale, ni de campagne électorale, ni de dépôt de candidature, donc il le fera certainement le moment venu. Oh là là, oh là là. Monsieur Koliné Makosso pense que Monsieur Sassou Nguesso doit demeurer au pouvoir à cause de son expérience, à cause de son expérience politique. Et je me demande de quelle expérience politique parlez-vous? Parce qu'il y a une expérience qui mène à la prospérité et une expérience qui mène à la destruction. De quelle expérience parlez-vous? Monsieur Koliné Makosso veut faire comprendre au monde qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a qu'un seul sauveur, il n'y a qu'une seule personne capable de diriger la République du Congo. Que si M. Sassou Nguesso ne se présente pas, c'est un peu comme si on demandait à toute une république de faire un saut vers l'inconnu. Non mais M. Koliné Makosso, arrêtez d'insulter l'intelligence des Congolais. Je vous donne l'exemple d'une figure emblématique, Nelson Mandela, qui a accompli plus que M. Sassou Nguesso. Monsieur Nelson Mandela, après sa libération, était le symbole de l'unité, de l'unification d'un peuple qui était déchiré. Monsieur Nelson Mandela était aimé par la population blanche, la population métis, la population indienne et la population noire. C'était le seul qui avait un aval unanime du peuple.
Lorsque M. Nelson Mandela a eu à faire son régime, ce dernier a décidé, son mandat, ce dernier a décidé de ne plus se présenter. Il a dit, je préfère laisser la place à la prochaine génération. Monsieur Collinet Makosso, je vous informe que lorsque M. Mandela a eu à prendre cette décision, toute la population, même au niveau de l'opposition, tout le monde a supplié M. Mandela de rester au pouvoir. Parce qu'ils se disaient tous que c'était la seule personne capable de maintenir cet État qui venait de naître dans l'unité et sur le chemin vers la prospérité. Mais Nelson Mandela les a fait comprendre qu'un vrai leader est celui qui sait donner la chance au futur. Il a fait comprendre à la population sud-africaine que son combat n'avait pas pour objectif de faire de lui ce Dieu que l'on ne peut pas remplacer. Et il a insisté et il a laissé la place aux autres. Et aujourd'hui, depuis que Nelson Mandela est parti, et même après sa mort, l'Afrique du Sud est toujours l'une des grandes puissances en Afrique et plus puissante que la République du Congo. Alors, M. Collinet Makosso, lorsque vous dites que M. Sassou doit rester au pouvoir, parce que s'il ne se présente pas, donc le Congo va tomber dans le chaos. Pensez-vous, M. Collinet, que M. Sassou Nguesso est plus important que Nelson Mandela pour l'Afrique du Sud et pour l'Afrique tout entière et même le monde? Je vous rappelle que Nelson Mandela était une source d'inspiration même pour les dirigeants des grandes puissances occidentales. Si l'Afrique du Sud a pu continuer son chemin, se développer, avancer sans Nelson Mandela, eh bien, M. Collinet Makosso, je vous informe que la République du Congo est capable d'avancer, de se développer, de se transformer après le départ de M. Sassou Nguesso. La preuve en est, lors de son départ après la conférence nationale, le Congo n'est pas tombé dans le chaos. Le Congo n'a pas disparu. Le Congo n'a pas fait un saut dans l'inconnu. Alors, M. Collinet Makosso, arrêtez avec vos propagandes. Arrêtez de réduire toute une population. Lorsque vous dites qu'aucune autre personne ne peut diriger la République du Congo, c'est une manière de reconnaître à mon Dieu vision que le Congo-Brazzaville est un pays d'incompétents, un pays où tout un peuple n'est pas capable de donner naissance à des leaders capables de diriger la nation. Mais cela est une preuve que vous avez failli. Parce que lorsque vous lisez des grands enseignants en leadership comme Miles Monroe, il vous dira que la vraie preuve de votre leadership et de votre réussite, c'est les personnes qui vous succèdent. Si vous n'avez pas été capable de préparer votre succession, alors vous avez échoué. Alors, M. Collinet Makosso, lorsque vous dites qu'en dehors de M. Sassou, personne ne peut diriger le Congo, il n'y a personne capable de le faire au sein du PCT, au sein de l'opposition, alors vous reconnaissez que M. Sassou Nguesso a failli. Parce que pendant plus de 40 ans, il n'a pas été capable de préparer une personne digne de faire mieux que lui. Voici un autre échec du PCT que vous avez déclaré en Mondiovision, M. Collinet Makosso. Un échec communicationnel. Je vous informe que si le Sénégal est aujourd'hui gouverné par un novice comme Diomaye Faye, un jeune qui n'a aucune expérience politique, alors que le Sénégal est un pays plus complexe, un pays qui a des difficultés plus grandes que celles de la République du Congo en termes de ressources. Si aujourd'hui Diomaye Faye est capable de diriger le Sénégal, eh bien je vous informe que la jeunesse congolaise et même certains de nos aînés sont plus que capables de prendre la relève et diriger la République du Congo. Votre politique de faire de M. Sassou un candidat éternel, un président éternel, est une politique, une idéologie anticonstitutionnelle. Cela est contre la Constitution de 2015 que vous avez modifiée.
une fois de plus, pour vos intérêts personnels, pour vos égos. Au Congo, une coalition d'opposition annonce l'arrestation de 6 de ses cadres. La nouvelle intervient alors que de nouveaux affrontements ont opposé ce matin des groupes de jeunes aux forces de l'ordre à Brazzaville. La police est intervenue à coups de gaz lacrymogène. Ces tensions interviennent au lendemain de heurts meurtriers dans la capitale congolaise. Dernier bilan officiel, 4 morts au moins et une dizaine de blessés. La population manifeste contre le référendum de dimanche. Le scrutin devrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de changer la constitution et de briller un troisième mandat. François Hollande lui a adressé quelques mots tout à l'heure. Il a appelé le président congolais à rassembler, respecter et apaiser. Monsieur Collinet Makosso. Monsieur Collinet Makosso a cité Monsieur Franklin Roosevelt. Il dit le président américain Franklin Roosevelt vous a déjà donné un enseignement que ce n'est pas au milieu du guet qu'on change de cheval ou qu'un bon cavalier ne peut pas laisser sa cavalerie au milieu du guet. Donc pour nous qui avons encore la chance d'avoir à la tête de nos États des hommes d'une certaine expérience qui ont connu l'Afrique dans tous ces États, nous ne voyons pas pourquoi nous devons nous priver de leur expérience et de leur sagesse. Monsieur Collinet Makosso, je tiens à vous rappeler que toute intelligence et toute expérience valent leur résultat. Quel est le résultat, le bilan de la sagesse et de l'expérience de M. Denis Sassou Nguesso? Je vous pose cette question avec tout le respect que je vous dois et que je dois à cette République. Quel est le bilan de M. Denis Sassou Nguesso? Nous connaissons tous que le bilan, il est médiocre. Et vous avez le courage de comparer, de citer une grande figure comme Roosevelt lorsque vous voulez défendre votre champion, M. Denis Sassou Nguesso. Quel est le bilan de ce bon cavalier, M. Denis Sassou Nguesso? Pouvez-vous comparer le bilan de M. Roosevelt à celui de M. Sassou Nguesso? Permettez-moi rapidement de vous donner le bilan de M. Roosevelt. Ce monsieur a pu tirer les États-Unis de la Grande Dépression qui a eu lieu en 1929 jusqu'en 1939. Il a eu à jouer un grand rôle dans la victoire et la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1939-1945. Parmi ces réalisations, nous avons la lutte contre la Grande Dépression qu'il a eu à nommer The New Deal. Le président qui a suivi Hoover, c'est Roosevelt, qui est président de 1933 à 1945. On le voit ici sur la droite, ici. Et Roosevelt, l'une de ses particularités, ça a été de faire des réformes assez ambitieuses pour l'économie américaine. Donc ces réformes, elles prennent généralement le nom de New Deal. On va descendre un petit peu pour voir plus précisément ce dont il s'agit. Et le New Deal, c'est une politique vraiment interventionniste. Et ça, c'est très important dans l'histoire américaine, puisque, encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, la logique, la culture américaine, la culture économique américaine, est davantage basée sur le laisser-faire, c'est-à-dire que l'État n'intervienne pas, justement l'absence d'un État interventionniste. Et donc, aller à contre-courant, pour Roosevelt, c'est assez ambitieux, c'est assez audacieux. Mais vraiment, comme l'économie et plus généralement le monde est en temps de crise économique majeure, c'est nécessaire à cette époque de changer un peu la culture et d'essayer des choses comme ça ambitieuses. Donc cette série de réformes, le New Deal, elles vont se passer principalement entre 1933 et 1938. Quels sont ces objectifs? Premièrement, de soutenir les couches les plus pauvres, parce qu'on ne peut pas laisser la misère dans la rue, et un pays, tout simplement, ne peut pas laisser les gens mourir de faim, les plus pauvres mourir sans logement, etc. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut réformer les marchés financiers. Parce que, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, l'une des raisons pour laquelle la crise de 29 ait pu avoir lieu, c'est qu'il y a eu vraiment une explosion du prix des actions qui n'était pas du tout liée à une augmentation pour autant de l'économie. L'économie se portait bien, mais non pas excessivement bien, alors que les actions, elles, le prix flambait complètement. Donc il y avait vraiment un décalage jusqu'à la rupture entre le prix des actions et la production réelle dans l'économie. Donc pour éviter ça, à l'avenir, il faut réformer les marchés financiers, établir de nouvelles règles, de nouvelles lois qui permettent justement de limiter
le pouvoir des actionnaires ou le pouvoir des sociétés, et donc de faire en sorte que ça n'arrive plus. Ça, c'était donc la deuxième chose. La troisième chose, il faut redynamiser l'économie américaine. Puisque la crise de 29 a rendu l'économie américaine complètement morose, on l'a vu, les gens n'ont plus envie d'acheter, n'ont plus envie de consommer, n'ont plus envie d'investir, et donc tout ça, ça fait en sorte que l'économie américaine ralentit, voire s'arrête. Il y a beaucoup de licenciements, il y a beaucoup de faillites, et donc c'est très très difficile dans ce contexte de relancer l'économie. Donc pour relancer l'économie, l'État va devoir investir énormément dans les entreprises américaines pour faire en sorte que, bien que la consommation soit absente, eh bien il y ait quand même des rentrées d'argent et une reprise finalement de l'investissement et de la production dans la société américaine. Le FDR lança une série de programmes économiques et sociaux pour relancer l'économie et soutenir la population pendant la Grande Dépression. Les réformes faites par M. Roosevelt, réforme bancaire, fermeture temporaire des banques, Bank Holiday, création de la FDIC pour garantir les dépôts, emploi public, création des millions d'emplois, Pendant ce temps, votre gouvernement n'est même pas capable de créer 100 000 emplois. Vous parlez de Roosevelt. Roosevelt a créé des millions d'emplois via des programmes comme Civilian Conservation Corps, CCC, et la Work Progress Administration qu'on appelle WPA. Voilà ce que M. Roosevelt a eu à faire. Voilà le bilan de M. Roosevelt, un bon cavalier. Voici l'exemple d'un cavalier qui mérite de rester. C'est pour cette raison que M. Roosevelt a eu à faire 4 mandats. Parce que son bilan parlait pour lui. En dehors des emplois, il a également mis en place la protection sociale, adoption du Social Security Act de 1935 qui introduit les retraites et l'assurance chômage. Voilà ce que M. Roosevelt a eu à faire. Pendant son mandat, il a pensé aux retraités. Alors, M. Collinet-Makosso, pouvez-vous me parler de du bilan de votre champion en ce qui concerne la retraite de nos parents qui ont servi ce pays toute leur vie? Nous savons que les pensionnaires ne perçoivent pas leur pension. Ce n'est pas ce que M. Roosevelt a eu à faire. M. Roosevelt a eu à mettre en place un système de protection sociale pour les retraités. Et enfin, la régulation financière et industrielle, renforcement de la CEC, Securities and Exchange Commission, pour réguler la bourse. Au Congo-Brazzaville, on n'a même pas de bourse. Alors, comment pouvez-vous comparer M. Roosevelt à M. Denis Sassou Nguesso? Il ne suffit pas juste de faire des citations pour faire beau et tout ça. Non, monsieur Collinet, l'intelligence, ce n'est pas le fait de citer des citations. L'intelligence, c'est dans le résultat. Nous sommes dans le défi de la performance et des résultats salutaires pour l'intérêt commun. Nous avons besoin au Congo-Brazzaville des porteurs d'élixir, des porteurs de solutions. Malheureusement, votre régime a prouvé que vous n'avez pas de porteurs d'élixir, car vous n'êtes pas capable de donner des remèdes aux maux du peuple congolais. Je peux vous en donner d'autres, les exploits de M. Roosevelt, mais je m'arrête par là pour éviter de vous donner du vertige. Alors, M. Collinet-Makosso a également dit que M. Denis Sassou Nguesso a la réquisition populaire. Est-ce une vérité ou une illusion? Monsieur Collinet-Makosso, de quel aval, quel soutien populaire, parlez-vous, monsieur Collinet-Makosso? Quel est ce peuple-là qui soutient la candidature de monsieur Denis Sassou Nguesso? Vous parlez des pensionnaires? Ces pensionnaires-là qui sont impayés, qui ne perçoivent pas leur pension, et qui ont, il y a quelques mois, fait une marche avec des marmites, nos papas qui sont censés se reposer, utiliser leur pension pour aller quelque part aux Bahamas et relaxer comme les retraités français et américains. Vous les obligez à sortir sous le soleil, à faire des marches avec des marmites pour réclamer leurs droits. S'agit-il de ce peuple-là dont vous parlez? Les pensionnaires impayés?
Pensez-vous qu'un pensionnaire qui est impayé peut soutenir M. Denis Sassou Nguesso? La réponse est non. La réponse est non, M. Koliné Makosso. Et de quel peuple parlez-vous? Vous parlez-vous des salariés? Ces salariés qui sont impayés. Un SMIC que vous avez augmenté mais qui n'est pas appliqué sur le terrain. Ces salariés qui ont 24 mois, 48 mois d'impayés. Pensez-vous que de telles personnes peuvent soutenir la candidature de M. Denis Sassou Nguesso? De quel peuple parlez-vous? Des étudiants? Ces étudiants qui n'ont pas de bourse, n'ont pas de banc dans des écoles, ces étudiants qui sont allés à l'étranger au Cuba et ont été chassés parce que votre gouvernement n'était pas capable de payer les frais scolaires de ces étudiants qui sont revenus du Cuba et qui n'ont pas de travail. De quel peuple parlez-vous, M. Koliné Makosso? Ah ben peut-être M. Koliné Makosso parle des transporteurs, les chauffeurs de taxi. Mais de quels chauffeurs de taxi parlons-nous? Parce que ces derniers se plaignent du prix du carburant, ils sont obligés de passer toute une demi-journée en train d'attendre d'être servis au niveau des stations d'essence. Lorsqu'une journée, la moitié d'une journée est perdue, alors quelle serait la recette de ces travailleurs? Vous parlez de quel peuple? Ces transporteurs qui ne peuvent pas circuler du nord au sud du pays, de l'est à l'ouest, parce qu'il n'y a pas de voie moderne, alors que plus de 10 000, 20 000 milliards ont été dépensés pour pouvoir construire des voies modernes. Pensez-vous que de tels transporteurs peuvent soutenir M. Denis Sassou Nguesso? Mais de quel peuple parlez-vous? Les malades qui sont dans les hôpitaux, qui meurent parce qu'ils ne sont pas capables de donner une caution de 4 000 francs CFA. Ces malades qui meurent parce qu'il n'y a pas d'électricité à l'hôpital, parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Pensez-vous que de tels Congolais, ces malades, peuvent soutenir la candidature de M. Denis Sassou Nguesso, même M. Koliné Makosso? De quel peuple parlez-vous? Les consommateurs d'eau et d'électricité qui passent des mois, des semaines, des années sans eau et électricité. Mais M. Koliné Makosso, dites-moi de quel peuple parlez-vous? Ah ben peut-être vous parlez des artistes, mais les artistes congolais, oh, mais quels artistes, M. Koliné Makosso? Ces mêmes artistes qui ne perçoivent pas leurs droits d'auteur. Ces mêmes artistes qui se plaignent parce qu'à chaque fois vous préférez payer des millions aux artistes étrangers pendant que vous négligez vos artistes, les artistes autochtones. Ces mêmes artistes qui sont obligés de quitter le Congo pour aller vivre leur rêve d'artiste à l'étranger. D'où la naissance des Niska, des Passy et plein d'autres artistes qui aujourd'hui font la fierté du Congo-Brazzaville à l'étranger parce que sur place, au pays, votre gouvernement n'a pas été capable de leur accompagner, leur permettre d'exploser et de vivre le rêve dans la terre de leurs ancêtres. Alors de quel peuple parlez-vous? Des mineurs qui sont abusés sexuellement pendant que les agresseurs sont libérés au nom du népotisme et des affinités tribales et ainsi de suite. De quel peuple parlez-vous, M. Koliné Makosso? Vous parlez de ce peuple où les partisans des partis politiques n'ont pas le droit de marcher, de manifester, d'avoir des meetings. Vous parlez de cet État où les opposants politiques ne peuvent pas faire des meetings, ne peuvent pas exprimer leur opinion. Ils sont arrêtés de manière arbitraire. Monsieur Koliné Makosso, de quel peuple parlez-vous? Mais si vous êtes sûr que vous avez la réquisition du peuple, le soutien populaire, mais pourquoi avez-vous peur des opposants, monsieur Koliné Makosso? Pourquoi avez-vous peur des opposants, monsieur Koliné Makosso? Si vous êtes sûr que M. Sassou est le candidat du peuple, que tous les Congolais, de manière unanime, veulent que M. Sassou demeure sur le fauteuil de la présidence, mais alors, je vous lance un défi, organisez des élections impartiales. Faites venir des observateurs à l'échelle internationale qui vont venir participer au processus de la révision du fichier électoral, la commission électorale.
Nous vous donnons un défi de laisser les acteurs politiques, les opposants, de faire leurs meetings, leurs actions. Mais nous avons des exemples des acteurs politiques qui jusque-là n'ont pas le droit de faire des meetings. Le cas de M. Clément Mirassa et bien d'autres. Cela est une preuve que vous n'avez pas le soutien du peuple. Voilà. Et en plus, M. Colline Makosso, si vous êtes sûr que M. Denis Sassou Nguesso a le soutien ultime du peuple, alors pendant les élections, pourquoi est-ce que vous coupez l'Internet? Pouvez-vous demander à M. Jean-Marc Sakala de l'ARPCE et M. Ivan Castanou, pourquoi est-ce que ces derniers, serviteurs de Dieu de surcroît, coupent l'électricité, coupent l'Internet pendant les élections afin d'empêcher l'opinion internationale et le peuple congolais d'exprimer et de réclamer leur vote pillé, volé? Voyez-vous, monsieur Colline Makosso, que vos actions prouvent que vous n'avez pas l'appui et le soutien du peuple congolais. Parce que si vous aviez le soutien du peuple congolais, pourquoi paniquez-vous devant les réseaux sociaux? Pourquoi cherchez-vous à voter des lois, trouver des stratégies, voter des budgets pour contrôler la population sur les réseaux sociaux? Mais si tout le peuple congolais soutenait M. Denis Sassou Nguesso, mais les réseaux sociaux devaient être envahis par des éloges de M. Denis Sassou Nguesso. M. Denis Sassou Nguesso devait être le chouchou des réseaux sociaux. Les gens devaient publier ses actions. 300 universités de M. Denis Sassou Nguesso, 50 hôpitaux de M. Denis Sassou Nguesso, salaire payé sans retard. Mais les gens allaient faire les éloges de votre champion. La raison pour laquelle vous cherchez à contrôler les réseaux sociaux, c'est parce que vous savez que votre champion n'a pas le soutien du peuple. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Alors, monsieur Colline Makosso, arrêtez avec votre propagande. Mesdames et messieurs, voici en quelques mots, quelques points que nous avons voulu épingler concernant l'interview et les déclarations de monsieur Colline Makosso sur RFI. Et nous allons chuter en parlant de quelques points concernant la quinzaine de M. Mungala. Et je commence en citant cette citation de Barack Obama: une crise éclaire le vrai visage du leadership. Je répète, une crise éclaire ou révèle le vrai visage du leadership. Lors de sa quinzaine, M. Mungala, ministre Thierry Mungala, lors de sa dernière quinzaine du gouvernement, indique qu'il est normal de dépenser de l'argent pour fêter les 65 ans de l'indépendance de la République du Congo, car il a atteint, donc le Congo a atteint une maturité malgré les insuffisances. Et pour Monsieur le ministre de la Communication, Monsieur le ministre, le Congo célèbre ses 65 ans, c'est bien. Nous grandissons en maturité, vous l'avez dit. Mais quand on tient compte du contexte actuel où on dit que le Congo fait face à un problème économique, est-ce qu'il était souhaitable aujourd'hui de célébrer cette fête alors que nous savons que nous allons décaisser autant de fonds? Vous m'avez posé, madame, une question, si je la résume, c'est: on n'a pas d'argent, pourquoi fêterions-nous les 65 ans d'indépendance? Et pourquoi ne consacrerions-nous pas ces maigres ressources à autre chose? Alors, c'est curieux. Vous savez, on voit toujours l'herbe plus verte chez le voisin plutôt que chez soi-même. Il y a un pays de la sous-région très proche de nous où l'opinion se demande pourquoi la fête nationale n'est pas célébrée chaque année depuis quelque temps. Et ils s'en plaignent, ils disent: mais pour quelle raison? Fête nationale, c'est un élément du roman national, c'est un élément de célébration, un narratif qui est très symbolique. La fête nationale, c'est un élément important. C'est un rendez-vous important, surtout quand nous fêtons nos 65 ans. Je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est une date qui est pleine et entière, comme les 60 ans l'ont été, comme les 55 ans avant, les 50 ans avant, et on peut remonter comme ça dans l'histoire. Donc ce que nous allons fêter cette année, c'est
Symboliquement, ces 65 ans qui marquent une période, une étape de maturité, malgré nos insuffisances, une étape de maturité importante pour notre roman national. Cette année, nous renouons avec une tradition, madame. Cette fête nationale sera ponctuée par un défilé civil et militaire. Monsieur, non, il a même dit malgré quelques insuffisances. Monsieur Mungala, Monsieur Thierry Mungala, j'aimerais commencer par dire ceci, qu'au Congo, il n'y a pas que quelques insuffisances. Il n'y a que des insuffisances à tous les niveaux, Monsieur Mungala. Il n'y a pas que quelques insuffisances. Il n'y a que des insuffisances. Je vous donne un défi, Monsieur Mungala. Montrez-moi un seul secteur en République du Congo qui fonctionne. Il n'y en a pas. En commençant par votre propre ministère, Monsieur Thierry Mungala. On voit comment vous passez votre temps à vous pavaner à l'étranger, à aller prendre des photos et des vidéos en vous filmant dans les chaînes de télévision de nos frères à l'étranger. Comme s'il s'agissait du fruit de votre travail. Vous êtes fiers de vous filmer dans leurs locaux parce que vous voyez l'excellence. La raison pour laquelle vous ne vous filmez pas dans les locaux de la télévision congolaise, c'est parce que vous savez que tout ce que vous proposez, c'est de la médiocrité. Quel est le niveau de la télévision congolaise, Monsieur Mungala? Quel est le niveau? On n'a qu'une seule chaîne nationale. En Côte d'Ivoire, ils en ont 3 au minimum. Mais il n'y a aucune chaîne ivoirienne qui est inférieure à la chaîne nationale congolaise. Alors, Monsieur Mungala, ne parlez pas de quelques insuffisances. Juste en parlant de votre ministère, tout est insuffisance, rien ne marche. La preuve en est, il y a quelque temps, on n'était même pas capable de se connecter, de suivre la télévision congolaise à l'international. Alors, ne parlez pas de quelques insuffisances, Monsieur Mungala. Et Monsieur Mungala se permet de dire que lorsque la journaliste pose des questions pour savoir, mais Monsieur Mungala, compte tenu de la crise actuelle, il y a dernièrement le ministre des Finances qui a déclaré que nous sommes en pleine crise, que nous n'avons pas assez d'argent et qu'il ne sait même pas comment payer les travailleurs. Et ils ont même eu à dire que voilà, il faut vraiment revoir le train de vie. Il y a même le Premier ministre qui a eu à émettre une ordre pour interdire des voyages de certains ministres. Mais malgré cela, ces ministres continuent à voyager. En dehors du président de la République, Denis Sassou Nguesso, plus aucun membre du gouvernement, haut fonctionnaire ou autre agent de l'État ne pourra bénéficier des missions à l'étranger financées par le budget général de l'État jusqu'à la fin de l'année 2024 en République du Congo. L'annonce faite par le Premier ministre à travers une circulaire vise à réduire les dépenses publiques. On sait très bien que le Congo traverse une situation d'assèchement financier et qui d'ailleurs donc est obligé d'amener les autorités à prendre un certain nombre de mesures afin de faire des économies. Et donc cette mesure qui a donc été prise via la circulaire à laquelle vous faites allusion vise justement à réduire autant que faire se peut les dépenses de l'État. Il y a des missions qui, à dire vrai, auraient pu être menées parfois, pourquoi pas par les services diplomatiques accrédités dans le pays où se déroule cette réunion internationale. Cette décision vise à rendre effective la réduction du train de vie de l'État dans ce pays d'Afrique centrale où le PIB par habitant était estimé à 1,9% en 2023 et le taux de pauvreté à 46,8%. Le Premier ministre, dans sa circulaire, encourage les membres du gouvernement, les hauts fonctionnaires et autres agents de l'État à privilégier les participations par visioconférence. Il a fallu prendre cette mesure pour essayer de recadrer, mais pas seulement recadrer, mais réduire vraiment à une portion n'est-ce pas, congrue le nombre de missions à l'étranger. Sauf, il faut le reconnaître, il y a quand même des missions d'urgence, comme c'est le cas maintenant. 3 ministres congolais assistent aux assemblées, n'est-ce pas, générales du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale à Washington. Parce que ça, vous le savez, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour le pays.
La circulaire relative à la suspension des missions à l'étranger des membres du gouvernement, des hauts fonctionnaires de l'administration et autres agents de l'État constitue une première phase des réformes envisagées par les autorités congolaises pour améliorer le niveau et la qualité de vie des populations. Ils se plaignent, ils disent qu'on est en pleine crise, qu'il n'y a pas d'argent, mais M. Mungala se permet de dire que même si nous sommes en pleine crise, il est quand même normal de dépenser de l'argent afin de fêter la fête de l'indépendance. Mais M. Mungala, vous venez là de révéler le vrai visage du leadership. De votre leadership et du leadership de votre régime. Parce que vous, M. Mungala se permet de dire que c'est normal, comme pour dire que partout à travers le monde, c'est comme ça, même quand un pays est en pleine crise, même quand nous traversons des moments difficiles, c'est normal de dépenser de l'argent pour fêter la fête de l'indépendance. Non, là vous venez de montrer le niveau de votre leadership, la médiocrité de votre leadership. C'est pour cette raison que j'ai commencé par cette citation de M. Barack Obama pour dire que c'est en pleine crise. C'est la crise qui éclaire le vrai visage du leadership. M. Mungala, lorsqu'on est en pleine crise, voici ce que certains gouvernants sérieux font. Et je vais vous donner des exemples de pays africains qui ont eu à annuler. Ils ont annulé la fête de l'indépendance afin de réorienter le fonds alloué pour cette fête-là vers des problèmes urgents de la nation. Voilà ce qu'on appelle le leadership, M. Mungala. Parce que M. Mungala a parlé de 65 ans que nous avons maintenant. Nous sommes une république mature. Maintenant, une personne mature ne peut pas faire une fête pendant qu'il n'y a pas de quoi manger. Quel est ce père? Quel est ce père responsable qui, n'ayant que 50 000 francs, CFA, va préférer, décidera de faire une fête d'anniversaire pour son enfant au lieu de payer les frais scolaires et le loyer de la maison? Alors dites-moi, mesdames et messieurs, et vous pouvez le dire dans des commentaires, qu'est-ce qu'un père responsable va faire? Va-t-il organiser l'anniversaire de son enfant pour faire plaisir à l'enfant, ses amis? Ou va-t-il utiliser cet argent pour payer les frais scolaires et le loyer de la maison? Nous savons tous que la réponse est claire. Un père responsable va diriger cet argent vers des priorités afin de permettre à ses enfants d'avoir un toit où dormir, de quoi manger et de garantir l'éducation de leurs enfants. Et c'est exactement ce que les gouvernants tanzaniens ont eu à faire à 2 reprises. Mesdames et messieurs, je vous donne l'exemple de la Tanzanie en 2022. La présidente Samia Suluhu Hassan, une femme présidente. Alors peut-être qu'au Congo, nous avons besoin d'une femme. Monsieur Mungala, il s'agit là d'une femme. Les femmes que vous ne respectez pas dans votre gouvernement. C'est pour cette raison que, malgré la décision de Mme Nonolt d'interdire, d'arrêter les travaux qui dirigeaient les déchets de pluie dans le lac Timpunga, malgré sa décision, conformément à sa responsabilité et au projet de société de M. Denis Sassou Nguesso, M. Bouya s'est opposé à cette décision. Votre gouvernement, vous n'êtes pas des gentlemen. Vous n'avez aucun respect pour la femme. Mais regardez la Tanzanie. La présidente, ils ont voté une femme. Et cette femme gère le pays mieux que vous tous réunis. Face à une crise en Tanzanie, la présidente de la Tanzanie a décidé d'annuler la célébration et réaffecter le budget d'environ 445 000 $ américains à la construction des dortoirs pour enfants ayant des besoins spécifiques. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je dois peut-être changer de nationalité. Nakumananga Tanzania. Nakumananga Tanzania. Dites-moi dans les commentaires, je pense qu'on doit tous devenir des Tanzaniens. Regardez ce qu'un leader fait en période de crise. Un leader en période de crise donne la priorité aux problèmes urgents. Monsieur Mungala, regardez cet exemple. Voilà ce que vous deviez faire en période de crise.
Vous n'avez pas de quoi payer les salariés. Vous n'avez pas d'argent pour gérer le pays. Mais vous préférez dépenser de l'argent tout simplement parce que derrière cette entreprise, il y a l'enfant d'eux. Il y a l'enfant d'eux. Alors il faut débloquer de l'argent pour faire plaisir aux enfants d'eux. Et ce n'est pas tout. En 2015, toujours en Tanzanie, le président Magufuli, le président décédé, ce président qui a été un grand président en Tanzanie, jusqu'à ce jour, les Tanzaniens pleurent ce président. Il est également ce président qui a eu à bien gérer la crise de Covid en 2020. Monsieur Magufuli. Face à la crise, il avait réorienté les fonds de la fête vers la construction d'une route à Dar es Salaam. En 2020, le budget avait servi à acheter du matériel médical. Vous voyez ce que les autres font? Au lieu de dépenser cet argent pour la fête nationale, il s'est dit non, la priorité c'est les routes, parce que les routes vont permettre aux entrepreneurs, aux transporteurs de se déplacer, au peuple de se déplacer, et cela va booster l'économie. Et en dehors de la route, il a également pensé à acheter du matériel médical. Monsieur Mungala, dans vos hôpitaux, il n'y a pas d'équipement. Il n'y a même pas de tige de perfusion. Au lieu d'utiliser ces 5 milliards, ces milliards que vous injectez dans la fête de l'indépendance, de quelle indépendance parlez-vous? Pouvez-vous parler d'indépendance lorsqu'il n'y a pas d'eau? Pouvez-vous parler d'indépendance lorsqu'il n'y a pas d'électricité, monsieur Mungala? Pouvez-vous parler d'indépendance lorsque nous n'avons pas une chaîne nationale moderne? Pouvez-vous parler d'indépendance lorsque l'Internet n'est pas stable? Mais il faut arrêter avec ces fariboles. Il faut arrêter avec ces balivernes. Nous devons être sérieux. Je ne t'entends pas le micro? Oui. Ok. Le Congo, 34% au début. Oui. Le Gabon, 70%. Ok. Monsieur Mungala, pouvons-nous parler d'indépendance lorsque notre Internet, nous avons un haut débit de 34,4%, le haut débit d'Internet en République du Congo. Mais juste à côté, au Gabon, le haut débit est à 70%. Au Gabon, le haut débit d'Internet, il est à 70%. En République du Congo, il est à 34%. Et là, je fais un petit coucou à M. Ibombo, le ministre du numérique. Voici le bilan du PCT. Voici le bilan. Voici le bilan du PCT. Et vous nous parlez de gestion de crise. C'est pour cette raison que moi, je répète et je signe qu'en ce moment, nous n'avons pas le temps de faire des fêtes. On devait retrousser nos manches et commencer à travailler, car le Congo, qui était autrefois une référence en Afrique centrale et en Afrique en général, nous sommes devenus derniers dans tous les niveaux. Comment parler d'indépendance lorsque tous les stades que nous avons, il n'y a aucun stade homologué? La liste vient de sortir, publiée par la CAF. Pas de stade homologué. Les joueurs sont obligés d'aller, de voyager pour aller jouer à l'étranger parce que nous n'avons pas de stade homologué. Alors que des milliards ont été débloqués pour pouvoir construire des stades modernes. Vous parlez d'indépendance lorsque vous n'êtes pas capable de gérer ce que vous construisez. Mais une personne indépendante est une personne responsable. Vous avez parlé de maturité. Comment pouvez-vous parler de maturité, monsieur Mungala, lorsque vous n'êtes pas capable de gérer une chaîne de télévision? De quelle maturité parlez-vous? Lorsque vous n'êtes pas capable de créer une grille de programmes, des émissions intéressantes, une grille de programmes sérieuse au niveau de la chaîne de la télévision nationale, de quelle maturité parlez-vous? Lorsque vous n'êtes pas capable de gérer des stades, de quelle maturité? Vous allez signer un contrat avec Lyon.
Est-ce que des personnes matures, comme vous le dites, que nous sommes devenus une république mature, est-ce qu'une personne mature peut aller signer un contrat avec un club qui a été relégué en 2e division pour venir enseigner l'excellence du foot en République du Congo? Mais vous aimez la médiocrité finalement. Vous avez en fait une alliance avec la médiocrité. Vous aimez faire ce qu'on appelle du copia-copia, comme on dit en lingala, du copia-copia. Parce que regardez, le Rwanda a eu à faire cet exercice avec excellence. De quelle maturité parlez-vous lorsque une nation décide d'aller signer un contrat footballistique avec un club qui a été relégué en deuxième division? Lyon. Alors, est-ce qu'un État sérieux, géré par des personnes matures, peuvent s'asseoir et dire que nous voulons développer notre sport, faire du sport, du football congolais une référence internationale, et vous allez prendre des personnes qui sont en difficulté déjà de gestion de club, des personnes qui sont en difficulté sur le plan, sur le terrain, relégués en 2e division, vous allez signer un contrat avec un tel club pour venir enseigner aux Congolais comment être excellent au football. C'est ce qu'on appelle le bicopia-copia. Bicopia-copia. Vous voulez copier, mais sans vraiment comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent. Monsieur Mungala, lorsque le Rwanda a eu à faire, lancer cette initiative, mais ils ont eu le temps de mettre en place un projet, ils ont réfléchi. Le but était de faire connaître le Rwanda à l'échelle internationale, à travers le projet Visite Rwanda fait avec le PSG et l'Arsenal. Et comme résultat, cela a fait connaître le pays du Rwanda. Tout le monde commençait à parler du Rwanda. Et cela a boosté le tourisme et a également boosté le taux d'investisseurs au niveau du Rwanda. Et récemment, il y a la RDC qui a également signé un contrat avec le Barcelone. Mais c'est un calcul au moins bien fait parce que le Barcelone, c'est l'un des meilleurs clubs au monde et c'est un club de 1re division. Donc tout de suite, la RDC va recevoir la visibilité qu'ils veulent, que cette république veut recevoir. Mais lorsque vous signez un contrat avec Lyon, quelle est la visibilité que nous allons avoir avec un club de 2e division? Quelle est l'excellence dans la gestion de club que nous allons voir avec un club qui est en difficulté financière? Mais monsieur Mungala, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais avant de signer avec Barcelone, je tiens à vous informer, si vous ne le savez pas, que le club lyonnais avait avant tout consulté le gouvernement de la RDC pour signer un contrat. Donc même la République du Congo, vous êtes en fait, comme on appelle, une concubine de 2e choix. Parce qu'au départ, ils voulaient travailler avec la RDC. Mais comme au niveau de la RDC, il y a quand même des jeunes qui sont au gouvernement, il y a ce dynamisme, des gens qui comprennent. Ils mettent quand même de bonnes personnes à la place qu'il faut. Ils ont étudié le dossier, ils ont dit non, cela ne sera pas à notre avantage. Seul votre club sera bénéfique, mais nous n'avons rien gagné de ce contrat. Ils ont rejeté l'offre du club lyonnais et ils ont décidé de signer un contrat avec Barcelone. Voici la maturité. Voici comment est-ce que l'on traite des dossiers, comment est-ce que l'on signe des accords. Au lieu de faire de ce que j'appelle les signa. Vous signez n'importe quoi, juste pour le plaisir de dire qu'on a signé des accords. Vous voyez comment est-ce que les autres en RDC ont compris? Ils ont étudié le dossier, ils ont compris que le club lyonnais ne pouvait rien apporter. Mais vous, comme d'habitude, vous êtes des experts en médiocrité. C'est pour cette raison que vous avez accepté de signer un contrat avec un club relégué en 2e division, un club qui a des difficultés managériales, pour venir apprendre également les mêmes difficultés aux Congolais. Apprendre aux Congolais comment être un club de 2e division, comment se faire reléguer en 2e division. Mais monsieur Mungala, vous voyez, de quelle maturité parlez-vous? Notre République est encore immature lorsque nous voyons les actes que vous posez. C'est pour cette raison que même le monsieur Macron a décidé de tendre la main d'association à l'Égypte concernant l'UNESCO. C'est parce que lorsqu'il regarde nos gouvernants, il ne voit pas la maturité, il voit l'immaturité. Cela me fait mal de le dire, mais c'est la réalité.
C'est la réalité. C'est la triste réalité. C'est pour cette raison que nous avons décidé de boycotter la fête de l'indépendance comme nous l'avons fait l'année dernière. Ce boycott qui avait obligé ce gouvernement à annuler les fêtes qui devaient se passer, qui devaient avoir lieu dans plusieurs départements. Cette année, nous boycottons également la fête de l'indépendance. Selon les informations que nous avons reçues, vous avez eu à débloquer des milliards, plus de 5 milliards pour le semi-marathon et pour le concert qui aura lieu au stade de Massamba Deba. Et selon nos informations, cette entreprise est gérée par un fisc. C'est pour cette raison que ces personnes peuvent recevoir les fonds de la République pour faire des concerts qui en réalité n'apportent rien par rapport à la situation actuelle du Congo-Brazzaville. Actuellement, les Congolais ont besoin d'hôpitaux. La priorité, c'est les salaires des fonctionnaires. La priorité, ce sont les salaires, comme on appelle, l'argent des pensionnaires. La priorité, ce sont les routes. La priorité, c'est le bien-être des Congolais. Pas un concert qui coûte des milliards. Si encore cet argent venait juste de la poche de cet entrepreneur, bravo pour lui. Mais lorsque cet argent, lorsque cet événement est sponsorisé par l'argent des impôts des Congolais qui souffrent déjà assez et sont obligés de payer des impôts, et vous prenez cet argent pour aller faire un concert pendant que le pays est en pleine crise. Mais où est votre maturité, chers dirigeants? Où est le sérieux? Nous avons 65 ans. À 65 ans, on n'est plus un gamin. À 65 ans, on n'agit plus comme un enfant. À 65 ans, vous posez encore de tels actes. Alors que vous avez été en plus au pouvoir pendant plus de 40 ans. Mais vous allez rappeler la Sony quand même. Vous nous faites honte. Vous nous faites honte. Partout à travers le monde, les gens se moquent de nous et se moquent de vous. Comment pouvons-nous défendre de tels gouvernants lorsque vous brillez dans la médiocrité? Vous prenez plaisir à poser des actes qui vous humilient vous-même. C'est pour cette raison que nous boycottons cette fête. Nous n'avons rien contre les entrepreneurs dans le domaine de l'événementiel. Mais lorsque l'argent de l'État est dépensé et dirigé vers des activités qui ne sont pas urgentes, les patriotes ne peuvent pas se taire. Et j'aimerais dire ceci à tous nos compatriotes, les Fally Ipupa, les Dadju. Je tiens à dire en chutant que lorsque vous avez eu des tensions avec le Rwanda, le Congo était sur le point de signer des accords pour permettre au Rwanda d'avoir accès à des terres qui devaient leur donner accès à la frontière de la RDC. Et nous avons compris que cela devait vous paralyser et nous nous sommes levés contre ces accords. Nous avons lutté, nous avons fait des marches. Et aujourd'hui, ces accords ont été annulés. Voici ce que nous avons fait pour vous, la RDC. Alors, Fally Ipupa, Dadju, est-ce ainsi? Est-ce la récompense que vous donnez aux patriotes congolais qui sont en train de lutter pour la transformation de notre nation après le soutien que nous avons accordé à la RDC? Quelle est cette ingratitude? Nous avons vu Maître Gims et Dadju et même Fally Ipupa, vous avez refusé d'aller prester au Rwanda. Même lors de la cérémonie des trophées de Howard, de 13 TV, vous avez refusé de vous rendre là-bas au nom du patriotisme. Donc vous comprenez ces choses-là. Alors pourquoi vous permettez de venir vous foutre des Congolais dans leur nation alors que nous vous soutenons lorsque vous avez besoin de nous? Et à mes frères Didi Bey et tous les animateurs de la Côte d'Ivoire qui vont venir à cet événement. Nous voyons comment est-ce que vous êtes dur avec vos gouvernants. Nous avons vu comment est-ce que vous avez même eu à faire un boycott sur le prix de l'Internet. Vous avez eu à agir sur le problème des artistes étrangers qui viennent, qui sont mieux payés que vous. Vous avez parlé et le gouvernement vous a écouté. Vous voyez le bilan de Ouattara, malgré tout ce que l'on peut dire sur M. Ouattara. On ne peut pas comparer le nombre d'écoles, d'universités, de collèges que M. Ouattara a construit en 15 ans avec le bilan de M. Denis Sassou Nguesso. C'est le jour et la nuit. La preuve, l'un des adjoints maires
de votre nation, précisément la ville d'Abidjan, a eu à déclarer en Mondovision en disant que M. Ouattara a mieux travaillé, a un bilan qui parle comparativement à certains présidents comme M. Denis Sassou Nguesso qui est incapable de donner de l'eau et l'électricité à son peuple. Alors Didi B, alors tous nos frères de la Côte d'Ivoire, vous qui vous apprêtez à venir à ce concert de la honte, pensez-vous que les Congolais méritent de fêter en ce moment, de fêter l'indépendance, lorsque le bilan de Ouattara en 15 ans est 1000 fois mieux que celui de M. Denis Sassou Nguesso? Vous avez plus de 300 collèges en Côte d'Ivoire, mais cela n'est pas le cas au Congo-Brazzaville. Vous avez des autoroutes en Côte d'Ivoire. Vous pouvez au moins célébrer l'indépendance. Mais vous venez en Côte d'Ivoire, Didi B. Tu viens en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as déjà vu des autoroutes en République du Congo? Avez-vous déjà vu des autoroutes en République du Congo? Alors vous voulez venir danser avec nous? Pourquoi? Pour quelle raison? Nous n'avons aucune raison de danser. Chers compatriotes, chers frères de la Côte d'Ivoire, les Congolais ont besoin de travailler en ce moment. Cet argent ne doit pas être dépensé pour la fête. Nous respectons vos métiers, mais en ce moment, les Congolais veulent travailler. Nous ne voulons pas danser. Et c'est le même message que nous faisons passer à tous nos frères, tous ceux-là qui ont décidé de venir à ce concert de la honte. En ce moment, les Congolais n'ont aucune raison de célébrer, de dépenser de l'argent pour une festivité pendant que nos mamans pleurent, nos mamans n'ont pas de quoi manger et nos frères et sœurs meurent dans des hôpitaux sans électricité. Mesdames et messieurs, voici la réalité et la vérité. Et tout ce que nous disons est basé sur des faits, pas de propagande. C'est pour cette raison que nous vous invitons tous, chers compatriotes, à ne plus tolérer des dépenses inutiles, des actions inappropriées de nos gouvernements, de nos gouvernants. Apprenons à dire non et exercer nos droits constitutionnels. C'est pour cette raison que je vous invite à dire non à cette fête de l'indépendance, à ces dépenses inutiles et à toute action que nos gouvernements poseront qui ne vont pas aller dans le sens de l'intérêt commun. Jura Lumba, le patriote, je vous souhaite une excellente fin de semaine sur R7.